Aujourd'hui, je me propose d'aborder avec vous un exercice attendu par les uns et les autres en classe donc de terminale, quelle que soit la série, à savoir donc le commentaire composé. Nous allons ensemble voir comment arriver à rédiger de façon convenable, de façon acceptable, une introduction et une conclusion du commentaire composé. Pour des raisons d'ordre pratique, nous avons déjà porté au tableau le texte qui va faire l'objet du commentaire. Mais pour les autres points qui vont amener les uns et les autres à pouvoir comprendre la démarche, parce que là est tout l'objectif, c'est de vous amener à acquérir une démarche, une méthodologie pour pouvoir aborder cet exercice-là, qui, en rappel, est redouté par certaines personnes parce qu'ils trouvent que c'est assez compliqué. Mais on va essayer de donner des rudiments qui prouvent qu'en réalité, si on suit les voies qu'il faut, il n'y a rien de compliqué. Ce n'est pas simpliste, mais ce n'est pas complexe non plus, pour peu qu'on prenne le temps de suivre la démarche qu'on va donner tout à l'heure. Alors donc, voici le texte qui fera l'objet du commentaire. Je me permets de le lire à haute voix parce que la phonétique, la diction fait partie des éléments qui doivent être pris en compte dans le cadre donc, du commentaire composé. C'est un texte dont le titre est « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». C'est un texte qui compte 14 lignes. On verra plus tard que les lignes vont porter d'autres noms, vu justement le texte que nous avons ici. Je vous le lis et ensuite on va entrer de plein pied dans la démarche que je vais me proposer de vous apprendre. Alors, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime. Ceux qui marchent pensifs épris d'un but sublime. Ayant devant les yeux, sans cesse nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. C'est le prophète saint prosterné devant l'arche, c'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins. Ceux-là vivent, Seigneur, les autres, je les plains. Car de son vague ennui, le néant les enivre. Car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Inutile, épars, ils traînent ici-bas le sombre accablement d'être en ne pensant pas. Ce texte a pour auteur Victor Hugo et il a été tiré d'une œuvre dont le titre est « Les châtiments ». Et vous voyez qu'entre parenthèses, on a donné une indication par rapport à la nature de cette œuvre-là. On a dit que ce sont des poèmes satiriques. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et à la fin, vous voyez qu'on a mis en 1853 ou en 1853, qui est la date de publication de l'œuvre Les Châtiments. Donc, voici le texte qui fera l'objet du commentaire composé. Mais quand on a un texte comme ça, ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse parler d'un sujet de commentaire composé. Parce que le texte est là, mais il faut qu'on guide, il faut qu'on donne des indications pour permettre au candidat, à l'élève de pouvoir mener le travail comme il faut. Voilà pourquoi je vais noter au tableau la consigne qui accompagne ce texte-là. Et une fois que la consigne sera là, on pourra maintenant suivre la démarche. Donc, je vous donne le contenu de la consigne. La consigne dit, comme ceux qui ont déjà fait l'exercice ont sûrement déjà entendu parler de ça, on dira sans... J'ai bon espoir que mon écriture est assez visible, même pour ceux qui sont au fond de la classe, sans dissocier le fond. Je vais écrire ça en majuscule, ce n'est pas obligatoire, mais je l'écris pour des raisons d'ordre pratique que je vais expliquer tout à l'heure.
sans dissocier le fond de la forme. Je vais écrire également forme en majuscule et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Sans dissocier le fond de la forme, vous, on s'intéresse justement à ceux qui vont, voilà, vous ferez de ce texte un, écrit assez lisiblement, un commentaire. Un commentaire composé. Point. Une phrase courte. Et c'est important. On dit ensuite, vous pourriez. Par exemple, et là aussi c'est un élément important sur lequel je vais revenir, vous pourrez par exemple montrer comment à travers ces choix le poète encense les travailleurs et censure les faits néants. Voilà, nous avons maintenant une consigne. Donc nous avons deux éléments. Nous avons le texte et nous avons la consigne. Nous avons maintenant un sujet de commentaire composé. Face à cela, comment on s'y prend de façon pratique pour arriver à avoir des éléments qui vont nous permettre de rédiger l'introduction et la conclusion, parce que c'est l'objet de la séquence d'aujourd'hui, arriver à rédiger une introduction et une conclusion à partir des éléments qu'on a. Et pour cela, il est nécessaire que je rappelle que l'exercice du commentaire composé attend de l'élève qu'il puisse produire un texte argumentatif, c'est-à-dire un texte dans lequel il va fournir des arguments pour montrer la justesse d'une opinion, d'une idée prise de position, d'une thèse. Tout ça, ce sont des équivalents qui renvoient à la même idée. Donc, le commentaire composé consiste à rédiger un texte argumentatif. Mais l'argumentation est essentiellement logée dans le développement. Maintenant, l'introduction et la conclusion sont deux parties qui permettent de se mettre dans le bain avant l'introduction et de rappeler ce qu'on aura fait dans le développement. Alors, l'introduction, le développement et la conclusion sont les parties du commentaire composé. Maintenant, quand on prend individuellement chaque partie, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion, on retrouve à l'intérieur également une forme d'organisation, un ensemble d'éléments qui permettent de pouvoir rédiger ça de façon convenable. Et pour des raisons d'ordre pratique également, je vais vous donner ce qu'on doit retrouver à l'intérieur d'une introduction. Et sur cette base-là, on pourra aller. Donc, l'introduction d'un commentaire composé doit comporter les éléments que nous avons ici. C'est-à-dire, on a 1, 2, 3, 4 éléments. Le premier élément, et c'est ça qui démarre, c'est ça qui débute l'introduction, c'est ça qu'on appelle l'entrée en matière. Ensuite, on a la présentation du passage.
On va expliquer tout ça tout à l'heure. Troisième élément, ce qu'on appelle l'hypothèse de lecture. Et enfin, le dernier élément de l'introduction, ce qu'on appelle l'annonce des axes de lecture. Naturellement, la question qui va venir dans la tête des uns et des autres, c'est de se demander comment on obtient ces éléments-là. Puisque quand on voit ce qui est écrit ici, on ne voit pas un élément qui s'appelle entrée en matière, présentation du passage, hypothèse, lecture, annonce des actes de lecture. Comment est-ce qu'on les obtient? Ils sont où? Et quelle est la voie par laquelle on doit passer pour les obtenir? Eh bien, c'est simple. Pour les obtenir, il faut interroger le texte. On a dit tout à l'heure qu'il y a 4 éléments dans l'introduction qu'on vous a présenté tout à l'heure. Ces 4 éléments-là, quand on a déjà le sujet, il n'y a qu'un seul élément qu'on n'a pas. Les gens vont se demander comment est possible. Alors, c'est simple. On vous a parlé d'entrée en matière. C'est le seul élément que l'on ne retrouve pas une fois que vous avez le sujet. Parce que les 3 autres éléments sont déjà présents à travers le sujet que vous avez ici. Je vais commencer par le deuxième élément qui est la présentation du passage. Quand on dit présentation du passage, je reprends ça pour que ça puisse être clair. Présentation du passage, en réalité le passage ici renvoie au texte, puisque le texte là est un passage tiré d'une œuvre. Si vous voulez, on pourra dire aussi présentation du texte. D'accord? Donc le texte est désigné par le vocable passage dans l'intitulé que nous avons ici. Donc, c'est ça le passage. Donc, on peut le présenter. Donc, on a déjà des éléments sur ça. Maintenant, comment arriver à le présenter, on répondra à la question tout à l'heure. Ensuite, troisième point, on parle de l'hypothèse de lecture. Là aussi, on l'a parce qu'une fois qu'on a lu le texte, on a forcément une idée sur son contenu. Et sur la base de cette idée-là, on peut formuler une hypothèse. Elle est personnelle. Cela veut dire que l'élève A peut avoir une hypothèse qui est différente de l'élève B qui est au fond, ou bien l'élève C va avoir une opinion qui est également différente des 2 élèves précédents. Sans qu'on puisse dire que l'élève A a tort, l'élève B n'a pas raison, et ainsi de suite, puisqu'il s'agit d'une hypothèse. Donc, ça se base sur l'impression générale qu'on a à l'issue de la lecture. Donc, on a également cet élément-là une fois qu'on a le texte. Puisque quand on va lire le texte, à la fin, on va avoir une idée et une impression. Et c'est ça justement qui permet de formuler l'hypothèse. Et pour terminer, on a l'annonce des actes de lecture. Comment on les obtient? C'est simple. Là, on prend en compte la consigne. Qu'est-ce qu'elle dit, la consigne? La consigne nous dit, sans dissocier le fond de la forme, vous ferez de ce texte un commentaire composé. Vous pourriez, par exemple, montrer comment, à travers ses choix, le poète encense les travailleurs et censure les faits néants. Alors, à partir de là, on a fait une suggestion pour vous dire que vous avez la possibilité, vous avez la possibilité d'aborder, de commenter ce texte-là en passant par 2 voies principales. La première voie, c'est bien sûr le fait que le poète encense les travailleurs. Autrement dit, c'est une première idée que la consigne nous donne. Si on était dans une dissertation, on aurait parlé de thèse ou on aurait parlé d'idée prise de position. Mais dans le commentaire composé, on utilise les termes centre d'intérêt ou bien axe de lecture. En fonction, tous les 2 vocables renvoient à la même chose. Mais l'essentiel est que tout le monde doit retenir que quand on dit le poète encense les travailleurs, c'est une idée qui doit être justifiée dans le développement. Donc, c'est la thèse, c'est une idée prise de position, puisqu'on a dit avant que le commentaire composé est un texte argumentatif. Donc, on a déjà une idée qui va nous permettre de faire une argumentation. Donc, ça, c'est le premier axe. Et ensuite, on a dit « et ». Vous voyez, ça sépare le premier point du second. Et le deuxième, on dit « censure les faits néants ». Autrement dit, la consigne nous a donné les 2 axes de lecture. On a dit ici
le quatrième point de l'introduction, c'est l'annonce des axes de lecture. Donc, la consigne nous donne déjà ça. Donc, si je récapitule brièvement, quand on a déjà le sujet du commentaire composé, on a 3 éléments sur 4. Le premier élément, c'est la présentation du passage. Le passage, vous l'avez ici, il suffit de présenter ce passage-là. On verra tout à l'heure comment s'y prendre de façon concrète pour présenter ce passage-là. Ensuite, on a l'hypothèse de lecture. Là, c'est une hypothèse, elle est personnelle et forcément, quand on lit, on a une compréhension, on a une impression du texte. Et c'est ça qu'on appelle l'hypothèse de lecture. Là aussi, vous l'avez. Et je viens d'expliquer tout à l'heure que quand on donne la consigne, on a déjà à l'intérieur au minimum un axe de lecture, parce qu'il faut que je rappelle qu'il peut arriver que la consigne ne donne qu'un seul centre d'intérêt, qu'un seul axe de lecture. Dans ce cas, c'est au candidat, c'est à l'élève de pouvoir formuler lui-même un deuxième centre d'intérêt, un deuxième axe de lecture, un second si vous voulez. Donc, ici, nous avons la chance que le sujet, à travers la consigne, nous donne déjà tous les 2 éléments. Autrement dit, nous avons 3 sur 4. Donc, vous voyez que c'est assez simple. Ici, à la différence, par exemple, de ce qui est vu dans d'autres exercices comme la dissertation, par exemple, on a moins de risques de faire hors sujet. J'aurais pu même dire qu'on n'a pas de risque de faire hors sujet, mais bon, on dira on a moins de risques de faire hors sujet puisqu'on vous donne tout, entre guillemets. Donc, le seul élément qu'il faut trouver ici pour pouvoir rédiger de façon convenable l'introduction en respectant ce qui est attendu, c'est l'entrée en matière. Du coup, on va se poser des questions. Comment on s'y prend pour rédiger une entrée en matière? Eh bien, ce n'est pas aussi compliqué, c'est simple aussi. Ce n'est pas simpliste, mais c'est simple. L'entrée en matière, en réalité, et je vais l'écrire ici pour que l'on puisse, l'entrée en matière, en réalité, c'est un prétexte pour pouvoir présenter le passage. Et pour trouver un prétexte, il y a plusieurs voies possibles. L'une des voies que l'on utilise le plus couramment, c'est ce qu'on appelle la biographie de l'auteur. La biographie de l'auteur. Donc, autrement dit, nous avons ici l'auteur, son nom, à la fin du texte qu'on appelle, et on voit bien que son nom c'est Victor Hugo. Si moi, en tant qu'élève, il y a des informations sur la biographie de Victor Hugo, cela peut me permettre de formuler mon entrée en matière. Donc, autrement dit, finalement même, ce n'est pas si faux de dire qu'on a déjà même tout le nécessaire, parce que là même, on a des éléments pour pouvoir rédiger déjà l'entrée en matière. Donc, Victor Hugo, si il se trouve que l'élève a des informations sur cet auteur-là, il peut l'exploiter pour pouvoir arriver à présenter le passage et ses éléments biographiques. Donc, on sait que cet auteur-là, c'est l'un des grands auteurs de la littérature française, pour ne même pas dire de la culture française, parce qu'il est au centre de plusieurs productions ou bien de la production de divers genres littéraires. Parce que la littérature est un genre, enfin est un art comme la musique, où à l'intérieur on peut retrouver plusieurs tendances, plusieurs genres. Autant on retrouve dans l'art qu'est la musique différents genres comme le reggae, le zouk, etc. Dans la littérature, on retrouve plusieurs genres comme le roman, la poésie, le théâtre, la nouvelle, etc., etc. Mais Victor Hugo, lui, il s'est essayé à presque tous les genres, parce qu'il est dramaturge, il est poète, il est également ce qu'on appelle, comment on dit ça, il est également un auteur qui a produit ce qu'on appelle des pamphlets. Donc le terme utilisé ici, c'est pamphlétaire. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pamphlet, c'est un écrit qui engage son auteur, mais qui dénonce à travers des mots à se dire ce que c'est. Donc, il est également ce qu'on appelle un pamphlétaire. Voilà. Mais revenons à l'essentiel, c'est-à-dire la biographie de l'auteur. Donc,
Par exemple, pour ce texte de façon concrète, comment est-ce qu'on pourrait exploiter la biographie de Victor Hugo pour pouvoir formuler l'entrée en matière? S'il y a des informations sur Victor Hugo, tous les éléments que j'ai là, je peux tirer à l'intérieur des éléments pertinents qui vont me permettre de pouvoir aborder le point 2 qui est la présentation du passage. Donc, par exemple, dit Victor Hugo est un auteur qui s'est essayé à plusieurs genres littéraires. Mais la poésie est le genre dans lequel il est le plus connu. Et là, je le dis, et je m'explique pourquoi je dis ça, parce que quand on dit demain dès l'aube, pour ceux qui sont un peu instruits de l'histoire littéraire, tout le monde va sûrement penser à Victor Hugo. Mais pourtant, il a écrit d'autres œuvres dans d'autres genres bien connus, tels que Hernani, etc. Donc, mais on dira, il est un auteur qui s'est essayé à plusieurs genres, mais c'est dans la poésie qu'il est le plus connu. Pourquoi on choisit de formuler comme ça? Parce qu'on sait que le texte, ici, là, est en rapport avec la poésie. D'accord? Voilà. Donc, dès qu'on dit ça, et on arrive à donner cette information-là, on arrive à chuter et à tomber sur le point 2, en formulant la phrase de la façon suivante. Puisqu'on a dit, mais c'est la poésie qui est le genre où il excelle le plus. À partir du moment où on dit ça, on pourra dire, c'est le cas de plusieurs de ses œuvres qui continuent de faire parler de lui. Et on dit notamment son œuvre Les Châtiments, qui est une œuvre poétique, puisqu'on nous a déjà donné l'information. Donc, vous voyez, à travers deux phrases, on arrive, avec la troisième phrase, à commencer la présentation du passage. Mais je vais m'arrêter là, puisqu'on va parler plus tard de comment est-ce qu'on présente le passage. Donc, la biographie, là, voilà comment on peut l'exploiter. Maintenant, pour revenir prendre d'autres exemples, parce qu'il est hyper important, on aurait pu choisir un texte d'auteur burkinabé parce que de plus en plus, dans les sujets du baccalauréat, on privilégie les auteurs nationaux, mais le choix que j'ai fait ici va me permettre, dans l'explication, d'évoquer plusieurs auteurs burkinabés, comme je m'apprête à le faire tout à l'heure. Donc, si, par exemple, on choisit ce passage-là, c'est qu'on est sûr qu'on a des informations sur la biographie. Autrement dit, il a eu une année au baccalauréat burkinabé où on donnait un texte de Madeleine de Lallé, La parole dite. En ce moment, si vous avez des informations sur Madeleine de Lallé, vous pouvez également procéder de la même manière. Donc, ce n'est pas la phrase qui est la plus importante, ce ne sont pas les formulations, ce ne sont pas les phrases, c'est le procédé, la manière, la façon dont on arrive à arriver, la façon dont on exploite. Donc, que ce soit Madeleine de Lallé ou bien Émile Lalsaga, qui est également un auteur qui a été sujet ou bien qui a déjà fait, dont les œuvres ont fait l'objet de plusieurs sujets, donc au baccalauréat, notamment aux commentaires composés, on va procéder de la même manière. Que ce soit Stanislas Drabo, ça sera la même chose. Tout ça sont des auteurs burkinabés. Mais attention, il est important que je souligne cela parce que justement, parlant d'Émile Lalsaga, qui est un auteur burkinabé, dont les textes ont déjà été proposés au baccalauréat, il a eu des cas où les candidats ont dit Émile Lalsaga, un auteur français du XXIe siècle. Ce qui n'est pas vrai. Donc, quand vous n'avez pas suffisamment d'informations sur la biographie, il ne faut pas en inventer. Il ne faudra pas non plus préjuger et dire, voilà, ce nom-là, ça sonne français. Non, le nom n'a pas de nationalité. Les gens qui vont se baser, bon, ce nom-là, comme ça se prononce, il y a Émile dedans, là. Émile, là, ça doit être français. C'est sûrement, j'allais dire, j'extrapole, mais c'est sûrement peut-être ce qui a conduit l'élève à dire que Émile Lalsaga est un français. Donc, quand on n'a pas des informations sur la biographie, il ne faut pas en inventer. Tant plus qu'on n'a pas la certitude, ça va jouer bien sûr sur la production à la fin. Donc, que ce soit un auteur burkinabé ou pas, la biographie, quand vous les avez, il faut l'exploiter. Il ne faudra pas non plus que les informations que vous avez sur l'auteur-là puissent vous desservir. Je prends aussi un exemple très rapidement avant qu'on passe au prochain point. Imaginons qu'on propose un texte de Norbert Zongo comme texte à commenter.
C'est une personnalité qui est assez connue, notamment en tant que journaliste, mais il est aussi un écrivain, puisqu'il a écrit des œuvres qui sont connues et qui sont même exploitées dans les classes de français, bien sûr, notamment le parachutage et Rokbenga. Imaginons qu'on propose un extrait de l'œuvre qu'on appelle le parachutage. En entrée en matière, il y a des gens qui peuvent évoquer beaucoup de choses sur Norbert Zongo, jusqu'à évoquer par exemple les circonstances dans lesquelles il est décédé, il serait mort. Ce ne serait pas que ces informations sont fausses, mais en quoi ces informations vous servent dans le cadre de votre travail? Voilà la question que vous devez vous poser. Donc, les informations biographiques là, quand elles sont nombreuses, il faut prendre le soin de faire un choix judicieux de ces éléments-là pour que ça puisse vous servir, pour que ça puisse vous servir de bon prétexte. C'est hyper important. Si on n'a pas d'informations biographiques sur l'auteur, ce n'est pas grave, puisqu'il y a d'autres voies. On peut passer par d'autres manières pour pouvoir rédiger l'entrée en matière. On peut se servir de ce qu'on appelle l'histoire littéraire. On va bien écrire pour que ça soit lisible pour ceux qui sont au fond de la classe. L'histoire littéraire. Voilà, l'histoire littéraire nous permet de connaître par exemple ce qu'on appelle les courants ou ce qu'on appelle les mouvements littéraires. Si on revient à Victor Hugo, on le considère comme étant le chef de file du romantisme français. Quand on dit romantisme, c'est un mouvement littéraire. Si par exemple, moi, mes connaissances sur l'histoire littéraire me permettent de savoir que Victor Hugo est le chef de file du mouvement qu'on appelle le romantisme en France, cela peut me permettre d'en faire mon entrée en matière, de l'utiliser comme prétexte pour pouvoir parler de son texte. Donc, voilà une deuxième possibilité. Maintenant, bien sûr, on enseigne en classe ces différents mouvements littéraires-là, parce qu'il n'y a pas que le romantisme, on a le symbolisme, on a le naturalisme, il y a plusieurs, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui, c'est simplement pour dire que l'histoire littéraire, à travers les mouvements littéraires, peut servir de prétexte pour rédiger l'entrée en matière. Si on n'a pas d'informations sur l'histoire littéraire, ce n'est pas grave non plus, puisqu'il y a d'autres voies. Troisièmement, on peut partir sur les informations qu'on a sur l'œuvre. Sur l'œuvre, d'où on a tiré le passage. Donc, on a l'œuvre ici, c'est les châtiments. S'il se trouve que moi, j'ai eu l'opportunité de lire l'œuvre Les Châtiments, je peux partir de là pour pouvoir rédiger mon entrée en matière. Là aussi, on va peut-être dire, bon, nous n'aimons pas lire, peut-être, voilà. Mais bon, normalement, vous, en tant qu'élève, vous devez faire l'effort de lire pour avoir une culture littéraire. Mais ce n'est pas grave si vous n'avez ni d'informations sur la biographie, ni d'informations sur l'histoire littéraire, ni d'informations sur l'œuvre, parce qu'il y a d'autres voies. On peut notamment passer par une quatrième voie. Et la quatrième voie, ça peut simplement être l'actualité. Là, par exemple, on ne pourra pas, il n'y a pas un prétexte, je vais bien réécrire pour ceux du fond de la classe qui disent qu'ils ne voient pas très bien. J'espère que, avec cette écriture, vous voyez maintenant ceux qui sont au fond de la classe. Voilà, l'actualité. Donc, vous voyez qu'actuellement, toute la planète est secouée par ce qu'on appelle le Covid-19. La pandémie du coronavirus. Moi, en tant qu'élève, forcément, j'ai déjà entendu parler de ça, puisque c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a fermé mon établissement ici à la maison. Donc, ça, par exemple, ça peut servir de prétexte pour pouvoir rédiger l'entrée en matière. Comment? Regardez bien le titre du texte. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Aujourd'hui, il y a eu des États dans lesquels les présidents ont eu à utiliser des termes comme « nous sommes en guerre contre ce virus-là ». Donc, c'est une forme de lutte. Est-ce qu'on se comprend? Donc, l'actualité, là, on parle de lutte. Et le titre de ce texte-là, on parle de lutte. Vous voyez, rapidement, on fait le lien entre l'actualité et le titre de ce poème qui fera l'objet donc du commentaire composé.
Donc, à partir de là, si on prend la pandémie du coronavirus, on peut, en 2-3 phrases, arriver donc à parler donc du texte ici présent. Donc, vous voyez, on a plusieurs possibilités de pouvoir produire l'entrée en matière. J'aurais pu continuer la liste, mais je vais mettre 5 etc. Mais etc., pour ceux qui comprennent très vite, ça ne veut pas dire que c'est une autre voie, ça veut dire qu'on n'a pas terminé la liste. Voilà. Et il faut avoir des bonnes habitudes. Quand on écrit etc., après on ne met pas des points de suspension parce que les deux sont identiques. Soit on utilise les points de suspension, soit on dit etc. Donc, on peut partir de l'actualité. On peut même partir d'une citation. Vous voyez, il aurait pu continuer la liste. Mais on va aller rapidement puisqu'il y a d'autres points sur lesquels on doit revenir pour vous amener à rédiger l'introduction de façon convenable. Donc, tout ça sont des voies par lesquelles on peut rédiger l'entrée en matière qui, je le répète, n'est rien d'autre qu'un prétexte pour pouvoir aborder le point 2 qui est la présentation du passage. Parce qu'on a d'autres disciplines, d'autres matières, notamment une matière comme l'histoire et la géographie, où on fait également le commentaire. On peut commenter un texte. Par exemple, dans ces disciplines, et là c'est pour que les élèves puissent faire la distinction, on peut commencer l'introduction en disant « le texte soumis à notre analyse est ». Vous voyez là, il n'y a pas d'entrée en matière. Mais en français, dans le cadre du commentaire composé, on a nécessairement besoin de passer par une entrée en matière pour arriver donc au texte, enfin à la présentation du texte, du passage. Voilà pourquoi on vous a rappelé les voies qui sont nombreuses par lesquelles on peut produire l'entrée en matière. Si ce passage est bien compris, je pense qu'on peut passer au point 2, qui est la présentation du passage. Comment on arrive à présenter le passage? Malheureusement, pour des raisons d'ordre pratique, je suis convaincu que tout le monde a eu le temps de noter tout ce qui est en rapport avec l'entrée en matière, de retenir bien sûr la façon par laquelle on doit aborder ce passage-là. Donc, on va se faire de l'espace pour pouvoir aborder le deuxième point du... C'est plus pratique avec ça, je suppose. Voilà. Donc, on va aborder maintenant le deuxième point. Et je pense que le deuxième point, tout le monde l'a déjà noté avant. Le deuxième point, c'est la présentation. Oui, quelqu'un parle au fond. C'est quoi? La présentation du passage. Très bien. Donc, le deuxième élément, après l'entrée en matière, c'est la présentation du passage. Je rappelle que le passage ici, comme je l'ai dit, ce n'est rien d'autre que l'extrait, puisqu'on tire toujours le texte d'une source, c'est pour ça qu'on l'appelle extrait, ou pour que ça soit simple pour tout le monde, on va dire c'est simplement le texte qu'on propose à commenter. Donc, c'est ça le passage. Le passage, c'est l'extrait ou le texte. Donc, c'est ça le passage. Et comme dans la vie courante, pour pouvoir présenter, par exemple, si vous voulez présenter quelqu'un, il faut le connaître, bien évidemment. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour pouvoir présenter le texte, il faut connaître le texte. Il faut avoir des informations sur l'identité du texte. Où est-ce qu'on trouve ces éléments? Comment on s'y prend pour les avoir? Là aussi, c'est simple. Quand on parle d'identité d'un texte, de quoi il s'agit? L'identité d'un texte. Comment on s'y prend pour l'avoir? Alors, quand on parle de l'identité d'un texte, ça concerne plusieurs éléments que je vais vous présenter tout à l'heure à travers ce qui a été déjà écrit ici de façon visible. Alors, donc, l'identité du texte concerne la forme. Parce qu'un texte a une forme. Quand, par exemple, on prend le texte qui est ici, ça a une forme qui est différente du texte que l'on voit de façon classique. Et là,
quand on écrit généralement, quand vous écrivez sur vos cahiers là, regardez très bien ce que vous écrivez. Quand vous écrivez, vous commencez comme ça, la première ligne, quand vous écrivez jusqu'à la fin de la feuille, avant de revenir à la ligne. Mais vous voyez qu'ici, nous n'avons pas affaire à cette façon d'écrire là. Parce que quand on a commencé ici, vous voyez, ce n'est même pas la fin de la phrase. Ce n'est pas la fin du tableau non plus. Comme si on suppose bien sûr que le tableau est comme votre feuille. Mais on est revenu à la ligne. Et chaque ligne là, même si ce n'est pas un nom propre, même si ce n'est pas le début d'une phrase, commence tous par des lettres majuscules. Cela nous informe que nous ne sommes pas ici dans une forme classique que nous voyons habituellement. Et la forme classique que nous voyons habituellement, c'est ce qu'on appelle la prose. J'ai écrit ça au tableau. C'est la prose. Ici, nous n'avons pas affaire à de la prose. Nous avons affaire à une autre forme de texte. Et cette forme-là, c'est ce qu'on appelle un texte en vers. Et quand on écrit vers, il y a S, pas parce qu'ils sont nombreux, mais parce que le mot d'office, même quand il est au singulier, il prend toujours S en rappel. Et je sais que vous le savez. Donc, le texte ici est en vers, il n'est pas en prose. Donc, voilà également un élément qu'on doit prendre en compte. Donc, quand on prend la forme, on retient que le texte que nous avons ici n'est pas en prose, mais le texte est en vers. Voilà une première identification qu'on a fait par rapport au texte. Ça, c'est la forme. Ensuite, si on finit avec la forme, ce qu'on a dit que la forme, c'est que nous avons affaire, bien formulé, bien rédigé, disons, le F. La forme, c'est que c'est un texte qui se présente sous forme de vers. Ensuite, concernant toujours l'identité, on peut parler du genre. Nous avons affaire à quel genre de texte? Et pour pouvoir évoquer le genre, il faut revenir ici, ce qu'on appelle les éléments du paratexte. Et là aussi, il faut que je vous explique ce que c'est que le paratexte. Vous voyez, quand on prend le mot paratexte, voilà comment ça s'écrit. On a para et on a texte. Si vous voyez, on utilise souvent, quand vous écoutez la radio, vous suivez la télé, on parle souvent des corps paramilitaires. Cela veut dire quoi? Que c'est des corps qui s'apparentent aux militaires, mais qui ne font pas partie justement de l'armée. Quand on parle par exemple des sapeurs-pompiers, on dit que c'est des corps paramilitaires. Donc quand on parle de paratexte, c'est un peu dans la même logique. Ce sont des éléments qui tournent autour du texte sans pour autant en faire partie. Et ces éléments sont, entre autres, le titre. Donc, ça, par exemple, c'est un élément du paratexte. Ensuite, on a, par exemple, les sources, parce qu'on sait que le texte est tiré des châtiments. Mais ça fait partie du texte. C'est des informations qu'on nous donne, donc la source. Et bien sûr, le nom de l'auteur, la date de publication, tout ça, c'est des informations qu'on donne. Ce sont des références. On peut également, quelquefois, en fonction du texte que nous avons à faire, donner, par exemple, le contexte pour dire, par exemple, ce texte a été écrit dans tel contexte pour faciliter la compréhension. Donc, les références aussi peuvent faire partie du paratexte. Mais ici, nous n'avons pas à faire ce type d'informations. Nous avons la source et nous avons, par exemple, le titre. Ça, c'est le paratexte. Donc, le paratexte nous permet d'avoir des informations sur le genre, puisque on a dit ici que le genre, je l'ai évoqué tantôt, tout comme dans la musique, on a plusieurs genres, dans la littérature également, on a plusieurs genres. On a le roman, la poésie, le théâtre, etc., etc. Et ici, vous voyez que le paratexte nous informe que nous avons affaire à des poèmes satiriques. Donc, nous sommes dans le genre qu'on appelle la poésie. Le genre qu'on appelle la poésie. Voilà. Donc, nous avons affaire à des formes
Ils sont des vers et un genre qu'on appelle la poésie. Tout ça nous permet d'avoir des informations sur l'identité du texte. Ensuite, on a le point suivant, la nature. C'est important. Quand on parle de la nature d'un texte, ça évoque également plusieurs choses. Un texte peut par exemple être un discours. Par exemple, pour ceux qui enseignent l'anglais, il est récurrent que l'on exploite dans les pratiques en classe les discours de Martin Luther King. I have a dream. En anglais, j'ai un rêve en français. Donc, ça a été un discours, mais on a pris ce discours-là qu'on exploite en classe. Donc, ça permet de déterminer la nature. Donc, ici, on peut se demander quelle est la nature de ce texte. Donc, la nature de ce texte-là, ce n'est pas forcément un élément très pertinent qu'on va évoquer ici, puisque on sait que le texte ici, c'est un texte dont le genre, c'est la poésie. Donc, on va lier plus ou moins la nature ici au genre. Mais il faut, dans l'identification, dans la recherche des éléments de l'identité du texte, se poser des questions également sur la nature. Pas forcément qu'on va trouver des éléments, mais ça doit être un réflexe pour vous de vous demander quelle est la nature du texte. D'accord? Et si on finit avec la nature, on passe finalement au type de texte. Tout ça, c'est des éléments qui permettent de connaître le texte, puisqu'on ne peut pas présenter quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, le type, c'est quoi? Il faut que j'écrive, oui, je sais que tu ne vois pas bien, je vais bien reformuler. Merci de l'avoir rappelé. Donc, j'espère que tu vois très bien maintenant. Type, voilà, T-Y-P-E, voilà. Donc, quand on prend les types de textes, ils sont nombreux, mais il y a 4 principaux types de textes que l'on voit régulièrement. C'est bien sûr le type narratif, le type argumentatif, le type descriptif et le type explicatif. Donc, je reprends lentement. Argumentatif, narratif, descriptif et explicatif. Maintenant, quand on prend ce texte, on va se poser la question, ça appartient à quel type de texte? Et pour déterminer le type de texte, on se pose la question sur l'intentionnalité de la personne, de la voix qui porte le texte. Et cette personne-là porte plusieurs noms. Ça peut être un narrateur, ça peut être un auteur, ça peut être un personnage, etc., etc. Donc, ici, on va se poser la question, quel est l'objectif de la personne qui porte le texte? Et ici, on sait que son objectif, c'est de convaincre ceux qui vont lire que la lutte, c'est l'élément central pour qu'on puisse dire que l'on vit pleinement. Donc, on va conclure que le texte est de type argumentatif. Voilà. Le texte est de type argumentatif. Donc, vous voyez, on a déjà 3 éléments qui nous permettent d'avoir l'identité du texte. En plus de cela, bien sûr, les éléments du paratexte nous ont permis de savoir quel est le titre du texte. C'est hyper important, puisque c'est déjà au tableau. Quel est le titre? Tout ça, ça fait partie de l'identité. Et on sait d'où est-ce qu'on a tiré ça. On sait que c'est les châtiments et on connaît la date de publication. Donc, tout ça, c'est des éléments qui permettent de connaître davantage le texte qu'on doit présenter dans le point 2. Donc, ces éléments nous permettent d'avoir toutes ces informations. C'est hyper important. Maintenant, autre élément qu'on doit prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le ton ou le registre. Mais là, je précise que cet élément-là peut être exploité dans le point suivant. Mais bon, il est important de savoir qu'on doit se poser des questions là-dessus. Qu'est-ce qu'un ton? Qu'est-ce qu'un registre? Quand on lit un texte, on a forcément une impression. Et cette impression peut faire naître en soi des sentiments de tristesse, de joie, de bien-être. Et ce qui nous envoie à cette conséquence-là, c'est bien sûr le ton du texte.
Et là, je vais prendre un exemple en dehors de la littérature pour permettre au plus grand nombre, parce que je sais que vous aimez écouter la musique, je vais prendre des exemples dans le domaine de la musique pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Quand, par exemple, on prend deux artistes, un artiste burkinabé comme le groupe Yélène, qui n'existe plus, mais qui nous a donné de très belles chansons, bien sûr. Et on prend par exemple un artiste comme Billy Billy. Ils ont tous les deux, qui est un artiste ivoirien, ils ont tous les deux écrit sur une même thématique, à savoir l'immigration, si vous voulez, l'émigration, parce qu'on va ailleurs. Ok, l'émigration. Donc, quand on prend ces deux artistes-là, ils ont abordé la même thématique, mais avec des tons différents. Quand par exemple on prend le groupe Yélène, ils ont abordé ça de façon sérieuse. Quand par exemple on parle de ce jeune qui a quitté son pays, allé ailleurs jusqu'à ce que ses parents meurent, il n'est pas revenu, c'est triste. Mais quand on écoute la même thématique abordée par Billy Billy, on rit parce que lui, il évoque plutôt le côté festif où on dit quand les Africains partent en Europe, ils prennent les pigeons que l'on décore, enfin que l'on utilise pour décorer la ville là et ils veulent en faire une soupe. Donc, voyez, dès qu'on dit ça, on rit. Mais pourtant, c'est la même thématique. Et à partir de là, on permet d'avoir les différents registres. Et les registres sont nombreux. On a le registre lyrique, on a le registre pathétique. Quand on dit pathétique, c'est que ça inspire, par exemple, de la pitié. On a le registre réaliste, quand ce qui est évoqué est vraisemblable. Quand on parle de lyrique, c'est quand l'élément, la voix qui porte le texte, là, exprime des sentiments personnels. C'est en ce moment qu'on va avoir une utilisation régulière du pronom personnel « je ». Donc, lyrique, pathétique, la liste est nombreuse. Mais on va aller rapidement et on va noter que ici nous avons affaire, par exemple, à un texte de registre réaliste. On peut également évoquer du lyrisme puisqu'on a la présence du jeu, mais ce qui prédomine ici, je vais bien réécrire, ne vous inquiétez pas, ce qui prédomine ici c'est le réalisme, donc le texte est de type réaliste. Mais pour un élève qui met que le texte est de type lyrique, ce n'est pas faux parce que vous voyez ici, on a la présence de jeu. Voilà, donc ici, il plaint, ce sont ses sentiments personnels qu'il donne. On peut se baser sur ça pour dire ça. Donc, tout ça nous permet d'avoir des informations sur le passage. Et c'est ça qu'on exploite. Et dans l'exploitation, il faut faire attention. Il y a des gens qui pensent que quand on dit présentation du passage, c'est un point de l'introduction là. Il faut en faire une phrase. On utilise tous ces éléments là, on fait une phrase. Non, il faut prendre le temps de donner les idées, de donner toutes ces informations qu'on a recueillies là, puisqu'on présente le passage. Si c'est nécessaire, il faut formuler 2, 3 phrases. Ne vous précipitez pas pour donner tout ça en une seule phrase, de telle sorte qu'à la fin, on ne comprend plus rien. On va par exemple dire le texte est tiré dans. On ne tire pas quelque chose dans, ou bien c'est un extrait dans. Ça, ce sont des formulations malheureuses que l'on voit très souvent dans vos productions. Donc, c'est à éviter parce que j'ai anticipé. Donc, on peut peut-être dire, puisqu'on a évoqué plus haut l'entrée en matière, on a eu maintenant la présentation du passage, on peut dire ce texte est un poème en vers dont le titre est « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». Point. C'est une phrase courte. Il est extrait de l'œuvre « Les Châtiments » publiée en 1853, puisque nous avons déjà évoqué la possibilité d'avoir exploité des éléments donc, de Victor Hugo dans le cadre de l'entrée en matière. On ne revient plus sur l'auteur, puisqu'on sait que c'est de Victor Hugo. Mais au cas où on ne l'a pas exploité, on précise que l'auteur se nomme Victor Hugo. Donc, vous voyez, on a présenté le passage, on l'a exploité. Donc, voilà, on peut formuler 2, 3 phrases. D'accord? Donc, dès qu'on finit avec ça, on évoque maintenant quoi? Le troisième et avant-dernier point, qui est l'hypothèse de lecture. Et là, c'est simple. C'est-à-dire que, il a dit tout à l'heure que le ton là, on peut l'exploiter aussi dans le point suivant. D'accord? Par exemple, une fois qu'on a présenté, on va par exemple dire ce poème de registre réaliste évoque. Là, on donne l'idée générale qu'on a du texte. Évoque
la condition qu'on a pour vivre pleinement, c'est-à-dire la lutte. Voilà par exemple une impression que quelqu'un peut donner. Mais quelqu'un peut donner autre chose, mais on va accepter parce que c'est une hypothèse de lecture. C'est simplement ce qu'il pense être l'idée générale du texte. Et c'est bon. Et on ne peut pas dire que c'est faux. Il a dit tout à l'heure que chaque candidat peut avoir sa propre hypothèse, chaque élève peut avoir sa propre hypothèse. Donc, dès qu'on dit ça, on a fini avec le point 3. Il reste maintenant quoi? L'annonce des axes de lecture. Les axes de lecture, on les a déjà. Le poète en sens, les travailleurs, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est le poète censure les fainéants. Donc, il suffira d'utiliser simplement le temps verbal, le futur simple pour dire que ce sont ces éléments-là qui feront l'objet du développement. Et on sera à la fin de l'introduction. Donc, on pourra dire, je dis bien on pourrait dire parce que il ne faut pas retenir la formulation des gens qui ont la fâcheuse tendance de dire, voilà, monsieur a dit, non, ce n'est pas la phrase, c'est le procédé. Donc, on pourrait dire, parce qu'on pourrait dire autre chose, il y a 1001 façons possibles de formuler. Mais l'essentiel, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser le futur simple et de ne pas utiliser des formulations trop lourdes. Par exemple, qui vont dire, nous allons faire. Dit simplement nous ferons, parce que vous savez comment on conjugue le verbe faire au futur. Ou bien nous allons montrer, au lieu de dire ça, dites nous montrerons. C'est ce qu'on recommande. Donc on pourrait dire dans les lignes qui suivent, nous verrons comment le poète encense les travailleurs. Ensuite, nous verrons comment celui-ci censure les fainéants. Et on sera à la fin de l'introduction. Donc, on aura inclus l'entrée en matière, on aura présenté le passage, on aura donné son hypothèse de lecture et on aura annoncé les éléments qui feront l'objet du développement, c'est-à-dire les centres d'intérêt ou les axes de lecture. Donc, vous voyez que ce n'est pas si compliqué. On a tous les éléments, tout ce que nous avons relevé ici là. On n'est pas allé ailleurs, on n'a pas allé dans d'autres domaines, non, comme on le voit par exemple dans la dissertation. Non, tout est là. Vous avez devant vous tous les éléments. Il suffit maintenant de pouvoir les déceler, les enlever et pouvoir les exploiter en suivant la démarche qu'on a donnée. Donc, je rappelle, le commentaire composé est un exercice assez simple qui attend du candidat qu'il puisse formuler une argumentation, notamment dans la partie développement. Mais avant le développement, on a l'introduction et après le développement, on a la conclusion. Et l'introduction doit comporter les 4 éléments que nous avons ici. L'entrée en matière, qui est un prétexte pour pouvoir aborder la présentation du passage, qui est le deuxième point. On a le 3e point qui est l'hypothèse de lecture, qui n'est rien d'autre que ce que chacun peut retenir comme idée générale du texte qu'on a présenté. Et enfin, on annonce les actes de lecture. Et ces actes de lecture ou centres d'intérêt nous sont généralement donnés gracieusement et gratuitement par la consigne qui accompagne le texte pour en faire un sujet de commentaire composé. Donc le seul élément qui manque dès que vous avez le sujet, c'est l'entrée en matière. Mais je pense qu'on a suffisamment abordé comment on s'y prend pour avoir l'entrée en matière que vous êtes à l'étape actuelle suffisamment outillé pour pouvoir vous-même formuler vos propres entrées en matière, puisqu'on a vu qu'il y a une multitude de voies par lesquelles on peut passer. On a notamment rappelé, si vous vous souvenez, la biographie de l'auteur qui est une possibilité pour pouvoir faire l'entrée en matière, les informations sur l'histoire littéraire, les informations sur l'œuvre d'où on a tiré le texte et on peut même exploiter l'actualité, c'est-à-dire ce qui se passe autour de vous, quel que soit le moment où on va vous donner le sujet. Donc, sans compter les autres éléments qu'on n'a pas évoqués ici, mais j'ai dit que la liste n'était pas exhaustive, c'est-à-dire que la liste n'était pas finie, puisqu'on pouvait évoquer les citations, les idées générales, etc. Donc, les voies sont nombreuses pour pouvoir faire l'entrée en matière. Donc,
En résumé, l'introduction du commentaire composé comporte 4 éléments et quand on vous donne le sujet, vous avez d'office 3 éléments. Il suffira de savoir comment formuler le 3e élément qui est l'entrée en matière, qui n'est rien d'autre qu'un prétexte pour pouvoir présenter le passage. Si, à l'issue de ce qui vient d'être dit, vous comprenez comment on s'y prend, cela veut dire que la séquence d'aujourd'hui est une réussite pour moi. Parce que, comme je l'ai dit, l'essentiel pour aujourd'hui n'était pas forcément d'aborder le commentaire composé qui est assez, puisqu'on a même 4 heures quand on est un candidat pour pouvoir aborder donc, le commentaire composé. Mais pour expliquer la démarche, il faut qu'on aille séquence par séquence. Donc aujourd'hui, l'intention était de vous amener à pouvoir rédiger avec les éléments qu'on a une introduction et une conclusion. Mais pour la conclusion, on reviendra bien sûr sur la prochaine fois. Et rappelez-vous que j'ai mis les éléments fond et forme en majuscule. C'est important et on va revenir sur ça plus tard, tout comme les éléments, par exemple, lorsqu'on va aborder et la conclusion et le développement. Donc, j'espère, chers élèves, que vous avez à l'étape actuelle des éléments pour rédiger l'introduction ou du moins ne plus avoir cette peur-là de l'exercice parce qu'on entend très souvent le commentaire composé là c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Si vous avez la volonté, si vous avez le désir et si vous avez bien suivi ce qu'on a dit, vous voyez qu'il n'y a rien de sorcier. Et vous verrez dans les séquences qui vont suivre que c'est même un des exercices les plus démocratiques du monde. Et tout le monde, généralement, aime la démocratie. Et comme on est justement en démocratie, on va permettre à vous, les élèves, de faire une pause pour vous relaxer un peu avant que l'on ne reprenne la prochaine fois avec une autre séquence qui va nous permettre d'aborder les autres aspects du module qu'on appelle le commentaire composé. J'ai bon espoir que ma salive a été utilisée à bon escient, que vous avez pu tirer quelque chose de significatif à travers tout ce qui a été dit. Sur ce, je vous remercie pour votre attention, pour le message que je vous ai porté et on se donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite du module, le commentaire composé. Merci bien à vous.